Vous êtes avec nous dans le ZCL News en direct de Radio Tension et de C10 FM, mais aussi en direct de Canal 10. Alors aujourd'hui, avant de donner la parole à Luc Renette, une information qui vient de tomber, elle est importante. C'est une association qui s'appelle Collectif Constituant Justice Guadeloupe qui a porté plainte au regard d'un article 68.1 du titre 10 de la Constitution française, créé par la loi, etc. Je passe ce détail. Alors, elle a porté plainte contre Édouard Philippe, le Premier ministre français, Olivier Véran, ministre de la Santé français, Annick Girardin, ministre française des dernières colonies, Agnès Buzyn, ex-ministre de la Justice, de la Santé, pardon. Que demande cette association qui s'appelle Collectif Constituant Justice Guadeloupe? Pour les motifs et faits suivants: informations et mesures préventives transmises tardivement, autorisation donnée aux paquebots de croisière de poursuivre leur activité touristique et balnéaire, ne pas avoir su anticiper la préparation du CHU et des établissements de santé, ne pas avoir fourni ni ne fournir à ce jour, c'est-à-dire le 9 avril, ni au personnel soignant, ni à l'ensemble de la population, les tests indispensables, avoir retardé le confinement de notre population au motif d'élections municipales, et ni encore, n'avoir pas prévu en même temps sur le territoire l'envoi préventif de masques, gants, gel, thermomètres pour l'ensemble de la population, ne pas avoir organisé le protocole de traitement proposé par le docteur Raoult, ne pas avoir fait connaître auprès des professionnels de santé les succès obtenus par plusieurs hôpitaux américains dans l'application du protocole du professeur Paul Maric, avoir autorisé les voyageurs à prendre l'avion, espace confiné de rassemblement de nombreuses personnes possiblement contagieuses, et ne pas distribuer de l'eau potable. Voilà donc tous les sujets qui ont été abordés dans cette plainte. Après l'UGTG qui avait porté plainte contre le CHU et contre l'ARS, c'est une nouvelle plainte déposée, cette fois, je le rappelle, contre le Premier ministre français, contre la ministre des dernières colonies, contre les deux ministres de la Santé, l'ancienne et le nouveau. Et tout cela, c'est une association de Guadeloupe qui a décidé de mettre Bitena très haut. On verra dans quelques jours ce que cela donnera. De toute manière, Christian Couten, qui est psychosociologue et président politique de la vie, sera notre invité la semaine prochaine pour nous expliquer les raisons profondes de cette plainte. Voilà. Sinon, pour aujourd'hui, dans un instant, nous allons entrer en liaison avec Luc Renette. Luc Renette, c'est le secrétaire national du FKNG. FKNG, c'est Force pour construire Nation Guadeloupe, organisation qui prône l'indépendance nationale de la Guadeloupe et qui a sorti un document la semaine dernière. C'est une lettre ouverte au gouverneur qui a parlé créole. D'ailleurs, vous avez dit tout le monde de sourire, voir le préfet mettait en créole. Bon, enfin, bon, pourquoi pas, il a parlé d'autres langues, il a parlé moldave, russe, polonais, donc pourquoi pas créole. Betty Bessery, directrice retraitée, directrice de retraite et données sociales de la CGS, sera aussi notre invité. Ilan Mijrel, psychanalyste et anthropologue, avec elle on fera un petit peu le point de la situation du confinement pour les gens qui ont déjà des troubles mentaux. Et Sherline Gourdet, psychologue, elle nous expliquera ce qu'est exactement le métier de psychologue. Voilà un peu le sommaire. Il y a à bord, comme on dit tous les jours, et puis on fera un petit tour dans l'actualité. Hier soir, les policiers ont rendu hommage aux soignants. Ça a été un moment émouvant près du centre hospitalier. On ira voir aussi ce que propose UCAO. UCAO, c'est une association, c'est une entreprise de location qui va faciliter le déplacement des soignants. Ça aussi, c'est important, contre 1 franc, 1 euro symbolique. Et puis, nous ferons un petit tour du côté des éleveurs parce que des problématiques se posent. Il faudra une grosse mobilisation. Le moment est venu, on se rend compte, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau des éleveurs, mais comme Guadeloupe a commencé à comprendre, il faut compter les eux-mêmes, il ne faut pas compter les uns les autres pour dormir, les pieds les autres pour marcher. C'est peut-être une bonne démarche et puis on saura ce que la Quatesse. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News que vous allez retrouver demain. Demain, pays vendredi saint pour nous créer les autres, donc pas de problème. Nous mettre en route. Alors, Luc Renette, est-ce qu'il est déjà là? Oui, il est là. Luc Renette, bonjour. Oui, bonjour David. Merci d'être avec nous puisque vous avez publié au nom du FKNG une lettre ouverte à celui que nous appelons nous ici le néo-gouverneur. Pourquoi vous avez fait cette lettre? Alors, avant une lettre ouverte à Bouchera, oui, bien sûr, une lettre ouverte aux élus guadeloupéens. Aux élus guadeloupéens, oui. Nous pas qu'à essayer d'annoncer là ça. Oui. Et nous avons effectivement en introduction dit que M. Lassa, il a rappelé nous
bien la crosse, qui était effectivement envoyée à Napoléon en 1800, donc en mai 1801, pour quelque part mettre la répression et préparer le rétablissement de l'esclavage. Il fait comme ça, effectivement, en 1802, avec donc Napoléon. Donc nous faisons le parallèle pour dire que quelque part l'histoire a répété. Et même sous nous peut dire, en image moderne, l'hémicycle a comporté avec un long mépris vis-à-vis de la classe politique guadeloupéenne, de ce qu'il y aurait crié les collectivités majeures, et nous bien insister sur le fait que le papa majeur, et ça c'est des paroles, puisque c'est une situation importante, là qui a arraché et tranché, c'est préfet là. Et nous voyons à travers ce qui passait au niveau de la Caroline, la communauté donc de François, etc. Là, effectivement, il a déjà mis en place un certain nombre de dispositifs pour aider les peuples qui n'ont pas de l'eau, mais le préfet a dit qu'il a substitué lui, excusez-moi, à tous ces responsables à ça. Et il est sorti des mots maqués pour dire que c'est choquant et que c'est donc on maniait de ne pas respecter les élus. Nous voyons ça aussi avec Marie-Galante, la communauté des communes de Marie-Galante qui prend des dispositions pour empêcher effectivement les rotations à les bateaux. Et que cela a décidé de casser ça, s'il saisit le privé administratif qui balaye les eaux. Et donc, nous permet de faire à l'envie les exemples. Là, on voit que le préfet là, il veut montrer que c'est qui met et qui a tranché, et qui a décidé en passant nous, et qui a mis au défi les élus, effectivement, de protester contre la confrontation. Mais et nous, qui fait partie donc, des militants politiques, nous ne pouvons pas, même si nous avons des réserves assis les élus, laisser mépriser les élus comme ça, parce qu'à travers eux, c'est nous, peut-être pas lui qui a méprisé. Oui, mais alors, moi, j'ai envie de dire, préfet là, il a joué au rôle là, c'est peut-être ces élus là, il n'a pas joué d'ailleurs. Certainement, quelque part, le préfet là, il a un service. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a révélé la véritable nature à ce système-là. Oui. J'ai toujours dit, fais attention, la Guadeloupe, ce n'est pas la France. Tant que les bêtes caillent bien, ben, nous ne pas qu'attendre. Mais les bêtes sérieux à présent, je vous ai montré que c'est Dieu qui a décidé de tout. Donc, le couvre-feu est décidé là, donc, de samedi à mardi, c'était le matin. C'est que c'est là qui a décidé. Oui. Il fait semblant consulter bien sûr les autres élus, mais en fait, il a pris une décision pour montrer qu'il a mis des pays dans le couple réglé, il a décidé, ça isolé quelque part, il y a une espèce de jouissance de dire que c'est qu'il a quelque part contrôle tout le peuple. Il a pensé que ce n'est pas bon. Oui. En tout cas, sur les réseaux sociaux, des initiatives, des gens qui ont dit, mais il faut pousser la partie, il faut démissionner, etc. Adam, lettre ouverte aux élus. Nous avons dit relever la tête et imposer, dit que le pays là, ça c'est que nous, à pas la France. Nous avons dit, départ après cela, à pas en faire un soir. Puisque si parti, qu'il soit plus gentil, soit plus méchant, mais nous disons que c'est pas mal. Nous ne voulons pas préfet. Oui. La solution, ce n'est pas de préfet. Pays là, ça c'est que nous. C'est à Guadeloupe. Il faut qu'ils ne comprennent pas. Il faut que le peuple comprenne que nous mieux à même de décider de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour payer en nous, et pas arrêter toujours petit à la remorque des décisions qu'il prend à Paris ou à Bruxelles. Et nous avons vu que le confinement qui a fait en France, nous avons dit que c'était en juillet ou en juillet au passage, qui veut dire que nous, à la traîne, les décisions qui sont prises pour nous en fonction de ce qu'il prend en France. Oui. Or, nous étions un pays souverain, c'est en fonction des scientifiques que nous n'y payons nous et qui sont compétents, que nous avons décidé du confinement et de du réel. Et donc, nous avons une situation qui est anachronique et qui est inacceptable au niveau de la dignité. Alors, Niolo, quand j'ai interrogé à ces situations à Jodla, des Guadeloupéens qui, pour certains, qui sont des patriotes, des nationalistes, d'autres qui sont des simples Guadeloupéens qui n'ont pas une position particulière, mais il a dit, est-ce que, toujours même question d'accord, Ouvin, est-ce qu'à un moment-là, ça part pour ta crise-là et qu'a fait là, c'est pas un moment pour Guadeloupéens commencer, calculer, réfléchir, à être plus loin à dans la situation à aujourd'hui jour? Eh bien, nous avons fait partie de cela. Nous réfléchissons bien avant. Et en cas, effectivement, à les réseaux sociaux, par exemple, un groupe, c'est Laurence Macaban, qui a l'opinion, qui a invité les jeunes Guadeloupéens quelque part à réfléchir déjà en sorte de crise, qui veut dire qu'on nous profite de confinement là, ça, pour changer en d'autres sociétés guadeloupéennes. Et encore quoi que nous militons, puisque nous bloquons à Kazan nous, que nous rendons compte que la situation là est bloquée, que nous avons une situation coloniale, et que toute décision importante n'a ni Chalus, ni Borel Capoy. Et nous avons eu ces désespérément, comme Borel dit, je suis désespéré. Par rapport à nos réponses à M. Macron, puisqu'il fait lettre ouverte à M. Macron, nous ne partons que désespérés si nous tenons effectivement le pouvoir de décision, comme nous, la capacité de faire des lois. Qu'est-ce qui est grave dans ça? Qu'est-ce qui fait nous paix? Le fait que nous ayons demain la capacité de légiférer, de faire des lois, effectivement, qui permettent nous de contrôler le pays là. Permettre effectivement de mettre en place des dispositifs de développement du pays, de protéger
protéger effectivement frontières nous par rapport aux importations sauvages, etc., etc. Donc, à penser que nous tout a gagné. Et si nous ne pas qu'à profiter de perdre ça pour effectivement proposer une alternative politique, sociale et économique, eh bien, c'est continuer, nous ne pas comprendre rien. Et donc, c'est très important. Et on a pensé que les Guadeloupéens, nous intelligents, nous ni du génie, nous en capacité effectivement de prendre nous en charge, sans tout le temps attendre des décisions en papa blanc, papa français. Sincèrement, chaque fois qu'on parle de ça, ça a c'est même parce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons accepté qu'un étranger a venu directionner payant nous, peuple nous, en payant nous. Alors, ça veut dire aussi les organisations comme FKNG, comme d'autres, comme le GTG, comme le PCG que nous intervient avant hier avec M. Céleste, moment arrivé pour tout le monde mettre tête à eux ensemble, comme on va dire aussi. Alors, on parle du GTG, bon, il faut nous féliciter le GTG, puisqu'il a fait un bon travail. Ça, c'est pas tout à fait. Mais il a sorti pour en plein encore. Oui, c'est un bon travail. Il faut effectivement harceler le gouvernement français. Et en même temps, quelque part, on parle du préfet là, mais il faut parler aussi de l'ARS, avec donc madame qui est ancienne militaire, qui est aussi autorité du préfet là. Il y a fait le couple, en fait, c'est un duo. Et tous les pays, il y a qu'à mettre au pas pays là. Il y a qu'à décider sans nous. Et souvent contre nous. Il n'y a qu'à penser que, donc, féliciter le Mota, féliciter le GTG, et une effectivement démarche qui est entamée avec donc, le PCG, avec le PSG, avec le KNG, avec le Coupagua, et également les amis de Cuba, pour nous voir qui, ensemble, nous peut proposer une alternative à ce pays-là. Et c'est vrai que le confinement a fait que nous ne pouvons pas joindre, mais nous avons correspondre, et c'est certain que nous avons fait des propositions dans les deux cas. En tout cas, nous avons salué les initiatives qu'on prend, parce que nous sommes des Guadeloupéens, qui gênent en général, mais qui se rendent compte que, eh bien, le pays-là, ça a mérité que Dieu ait mis investi, et que Bailly, effectivement, prenne vue à eux, parle de vérité à eux, de façon à ce que nous ayons été subis, parce qu'en fait, nous avons subi. Et en cas pensé que quelque part, peut-être de la crise peut surgir l'homme nouveau, l'homme, c'est l'homme et la femme nouveau guadeloupéen, qui a effectivement mettre en place, ça nous appelle une autorité politique guadeloupéenne. Alors, justement, pas ça fait autant de ça, mais nous, association, nous, c'est collectif Constitution et Justice Guadeloupe, qui sorti lui aussi porter une plainte contre le ministre des dernières colonies, contre le premier ministre là, contre les deux ministres de la Santé, pour non-respect à toute une série de victimes, notamment, pas de masse, ils permettent à bateau entrer en Guadeloupe n'importe gens, ils pas préparé CHU là, ils pas prendre des mesures préventives, enfin bref, toute une série de victimes, association a sorti porter plainte, puisque nous sorti juste avant de rentrer en studio là, nous avons information à ça. Est-ce que aussi, sur le front judiciaire, il faut mener un combat aussi contre le colonialisme français? Alors, ça, il faut attaquer de toutes parts. Nous, effectivement, en tant qu'FKNG, nous ne pas servir à la justice française, puisque nous avons réprouvé. Nous ne pas reconnaître effectivement la légitimité ni la justice. C'est ça qui est issu du Code noir. Oui. Et ne pas reconnaître non plus légitimité en préfet colonial. Mais en même temps, tous les autres Guadeloupéens qui, à façon à Rotaillou, qui a décidé d'attaquer le système, eh bien, c'est un bon butin. Alors, nous pas qu'à faire une illusion, en tant que effectivement, avant, nous pouvons dire ou balancer une mission là, parler de l'association là, ça, ben, nous qu'à féliciter, parce qu'au final, c'est une démonstration qu'on le Guadeloupe quand on compte que gestion là, ça, c'est une gestion qui est catastrophique. Oui. Et que si nous sommes à même de diriger pays en nous ne pas faire comme ça. Et quelque part, si ça peut ouvrir à Guadeloupe, et voir que l'Union préfet là, qui a pensé que ici, même à la Guadeloupe, eh bien, petit à petit, eh bien, quand que les Guadeloupéens qui demandaient, non pas départ au préfet là, ça n'a pas de sens, c'est départ à tout préfet que nous, enfin, arrêter, en espérer, que le préfet là, ça c'est dernier là ou avant-dernier là, avant effectivement, nous bout avec ça, et que nous n'y au pays effectivement, avec un pouvoir guadeloupéen réel. En tout cas, discuter avant et le Guadeloupéen pas envie de nous à l'antenne, il a dit ouais mais FKNG les indépendantistes ont attaqué nous, on les aurait de nous. Eh bien, pas tout à fait. Dans les couvertes que nous faisons, nous quand même féliciter les élus, puisque en tant que quand même on élu de Marie-Galante, parmi donc c'est là qui parle de la communauté des communes de Marie-Galante, qui prend la parole au nom d'un collectif là pour dire que parole à comportation tout ça, c'est une comportation méprisante vis-à-vis de tous les élus guadeloupéens. Quelque part, il faut comprendre que M. Augustin Sénoy, effectivement, a méprisé tous les élus guadeloupéens. Alors, deux choses d'une. Ou bien on a coupé d'eau, et on a dit oui, voilà, ou bien on a levé la voix. C'est déjà comme en première.
nous voyons qu'il y a ici, donc, le temps destituer M. Bangou. Et Bangou, des gens qui malins, puis démissionné avant. Et après, il a attaqué, donc, on va voir à la Carole, il a attaqué au Magalantin. Et petit à petit, on va voir des hommes guadeloupéens qui prennent la parole pour dire que le comportation préférée, c'est un comportement qui est irrespectueux. Ça nous reste parce qu'au lendemain de ça, nous parlons même la sac à boire avec le préfet. Oui. Souvent, nous avons ça. Oui. Mais nous avons le sentiment quand même que quelque part, qui n'ont changé de café. Que tout le monde n'a pas conscience, y compris les élus, et que l'histoire jugera. Vous parlez des élus, mais aussi des journalistes. En cas profiter pour dire ça, oui. SKNG nous fait en lettre ouverte. Oui. À part effectivement CCN et vous-même, oui. bon média pas parler de ça n'a étonné, Luc. Non, ça n'a pas étonné moi. Mais vous montrer comme quelque part que pour ne pas déplaire entre guillemets au préfet, qui des journalistes qui effectivement alignés, mais aussi qui ni la volonté de plaire au préfet. Et en sens ça, il peut faire les bouches ailleurs, qu'à penser que c'est pas digne. Un journaliste doit avoir la liberté de dire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous ne doit effectivement confisquer parole. Et c'est ça qui s'est passé, mais ça n'a pas qu'à faire nous paix. Tôt ou tard, parole nous qui est passé parce que c'est parole la vérité. Et nous avons dit depuis non, que le pays en nous est toujours un pays colonisé et que depuis la seconde abolition de l'esclavage, rien n'a pas changé fondamentalement le pays là. Et effectivement, que c'est vraiment Pep Guadeloupe effectivement qui est au pouvoir et que Chantier, c'est Malcan le cas de ce colonel Chantier, foutait Malcan, et qu'enfin, nous sommes capables de directionner le pays en nous sans prendre but. Alors, dernier parole là qui dit, même si ni coronavirus, même si ni Covid-19, le combat là va continuer. Bien entendu. Alors, c'est sûr que c'est une épreuve, mais on peut parler à affronter toutes les épreuves. De même que peut-être il y a affronté cyclone, tremblement de terre, etc. On peut penser que chaque peuple a une capacité effectivement à organiser pour surmonter effectivement des événements aussi importants. Mais nous avons bien rendu compte que nous étions bien mieux géré Covid-19, nous tous seuls qui avaient donc au préfet qui transmet automatiquement les consignes qui viennent de Paris. Et ça, c'est extraordinaire, encore rappelé, de nous donner des compétences, des scientifiques guadeloupéens qui sont capables, effectivement, de prendre nous les éléments, vous savez, à qui moment nous doit faire telle et telle chose, à qui moment nous doit être déconfiné. Mais pour l'instant, quand nous avons la remorque des décisions de Paris, nous préférons qu'à attendre que Matignon, ou bien nous peut diviser, qu'à bailler le feu vert, en cas de que ça choquant, ça inadmissible. En cas pensé, il n'y a pas méprisé. Merci, Luc Renette, en direct. Donc, dans le ZCL, nous avons une occasion probablement de retrouver, puisque la crise là, il est loin fini, puisque d'après ça, nous apprenons là, depuis hier, il a dit ça, c'était le 15 juillet pour déconfiner, ben, probablement ça va plus loin que ça. Donc, continuez à bêcher, continuez à calculer, réfléchir et porter de nouvelles pour Pep Guadeloupe. Merci encore. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, nous allons tout de suite passer à l'information, et c'est comme ça, hier, les policiers, les membres, ils ont créé, mais enfin, ils ont servi aussi à autre butin qui répression et réprimé, et ils ont décidé de porter en force pour les soignants. Alors, les soignants, c'est tous ces gens-là, infirmières, aides-soignants, médecins, mouna SAMU, mouna à urgence, tous ces gens-là qui, depuis 20 jours, ils ont porté en œuvre dans les conditions que nous savons, conditions qui ne sont pas faciles, puisque nous voyons que nous avons un organisme qui porte plainte parce que, justement, CHU n'a pas été au point, parce que le gouvernement français n'a pas pris les dispositions qui étaient fausses. Eh bien, les policiers, hier soir, les policiers Guadeloupe ont décidé de porter anti-force. Nous avons regardé ça, c'était hier soir côté 8h30. C'est un mouvement spontané demandé par les policiers de la Guadeloupe, de toutes les directions de la Guadeloupe, pour apporter leur total soutien et leur hommage aux personnels soignants qui sont au premier front pendant cette crise épidémique. C'est un soutien très fort que les policiers tenaient absolument à montrer aux personnels soignants. Toutes les directions de la police nationale en Guadeloupe sont représentées ce soir. Donc il y a la police aux frontières, il y a la police judiciaire, il y a le RAID, il y a aussi la direction du recrutement et de la formation, et il y a bien sûr la sécurité publique. Ils se sentent soutenus, mais totalement à leur tâche, soutenus par la direction, soutenus par la police, par les services publics, mais totalement à leur tâche, avec les difficultés qu'il ne faut pas nier.
Alors, fort heureusement, au CHU, on n'a pas de difficulté dans l'approvisionnement des équipements de protection individuelle. On n'a pas de difficulté dans l'approvisionnement des masques. On a une petite inquiétude sur les respirateurs pour pouvoir monter en gamme sur les lits de réa. Mais je pense que tout ça va se solutionner avant que la vague arrive. Et donc, cette manifestation ce soir de la police est vraiment très salutaire. Ça fait chaud au cœur au personnel. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Et puis, c'est une démonstration du service public. Le service public de la police, le service public hospitalier, ensemble pour gérer cette crise. Je trouve ça super. On en a besoin pour monter en gamme. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas en difficulté parce que, comme vous avez vu, le confinement semble marcher en Guadeloupe avec un ralentissement des contaminations. Mais bon, il nous faut ces respirateurs pour parer à toute éventualité. Alors, on parle beaucoup de la chloroquine. Le protocole, semble-t-il, est appliqué ici en Guadeloupe. Où en sommes-nous? Ça se passe bien au niveau des essais? Je ne saurais pas vous dire, il faudrait poser la question aux infectiologues. Je sais que voilà, c'est utilisé pour les patients ici. Il y a un essai qui est fait avec, parce que parallèlement à ça, il y a un essai de la recherche qui est fait avec l'équipe de Grenoble. Il faudrait interroger le professeur Roger qui pourra vous en dire plus là-dessus. Très bien. Alors, et vous, comment vous vous sentez? Moi, je vais bien. J'ai été malade. J'ai été pendant 10-12 jours très sérieusement malade. Je n'ai pas été en détresse respiratoire. C'est ce qui tue les patients. Mais bon, sérieusement malade. Mais là, je vais très bien. Je suis en pleine forme. Et je pense aussi à mon personnel qui a été contaminé par ce Covid et qui n'a pas encore pu reprendre le boulot. Voilà, c'était donc hommage reçu, donné aux soignants d'une manière générale. Vous avez vu le directeur du CHU qui reprend de la forme. Et c'était hommage fait par les policiers, l'ensemble des policiers de la Guadeloupe. Alors, juste une petite information, le président de la République française, Macron, devrait rencontrer ou doit rencontrer dans les heures qui viennent M. Raoult, Dr Raoult. Vous savez qu'il y a toute une polémique autour du traitement que propose Raoult. Alors, donc on saura plus, puisqu'il faisait partie du comité scientifique. Il a démissionné ou on l'a poussé à démissionner. Est-ce qu'aujourd'hui, ça signifie que le gouvernement français, par le biais de son président, serait en mesure de revenir sur un certain nombre de décisions pour l'utilisation de Novaquil, enfin de toute chloroquine, tous ces médicaments qui ont été non prescrits jusqu'ici? Réponse dans quelques minutes ou quelques heures, on vous dira plus. 12h57, pause et on revient vers vous. Bonjour à tous, si vous prenez l'antenne en ce moment, il est 13h02 dans le ZCL News. Nous avons eu Luc Renette tout à l'heure, responsable du FKNG, qui a fait un petit peu le tour de la situation du point de vue politique. Et cette fois-ci, nous avons quitté ce domaine-là, de nos domaines beaucoup plus pratiques, puisque il y a 2 jours, nous avions reçu le directeur de la CGSS, le directeur général de la CGSS. Cette fois-ci, c'est Mme Betty Bessri, qui est directrice retraite et données sociales de la CGSS, qui est notre invitée, avec elle on va essayer de faire le point sur des questions qui sont fondamentales pour des retraités ou pour des gens qui ont rapport avec la Caisse générale de sécurité sociale. Betty Bessri, bonjour. Bonjour Danick et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a 2 jours, nous avons reçu votre directeur général de la CGSS. On a fait un tour global avec lui, mais maintenant, il va falloir entrer, comme on dit, dans le dur et prendre des sujets, les uns après les autres, des sujets qui intéressent les Guadeloupéens. Alors, la question des retraites ou des retraités, en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors voilà, donc il faut savoir qu'au niveau du régime général, nous avons 61 000 retraités, et puis même sous le régime agricole, il y en a 11 000. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse générale de sécurité sociale tient à rassurer les retraités quant au paiement de leur retraite. Ah, ça c'est important. Ça c'est très important. Leur retraite continue d'être payée. Oui. Et justement, s'il y a des personnes qui avaient l'habitude de recevoir leur retraite et qui ne l'ont pas reçue pour une raison quelconque, il faut
qu'ils puissent aller sur le site de l'assurance-retraite.fr et regarder quel est l'incident qu'il y a pu y avoir sur leur retraite. Alors, il y a des personnes pour lesquelles nous avons eu un incident de paiement parce que le RIB qu'ils nous avaient donné n'était pas correct. Donc, pour toutes ces personnes-là, nous leur disons de rentrer justement sur leur espace personnel, l'assurance-retraite.fr, et de corriger le RIB bancaire qu'ils nous avaient donné. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les RIB surlivrés, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et donc, il faut un RIB bancaire. Voilà. Donc, c'est le seul incident qui a pu y arriver. Sinon, tous les retraités, nos 61 000 retraités, sont payés régulièrement le 9 du mois. Alors, une question pratique, Madame Bessery. Imaginons, ce n'est même pas de l'imagination, mais ce sont des choses qui se font. Quelqu'un qui devait entrer en retraite dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est-à-dire que son dossier était, comme on dit, en traitement. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Alors, pour toutes les personnes qui avaient un dossier en instance de traitement chez nous, nous avons tout de suite réagi. Et c'est ainsi que la majorité, plus de 77% de nos conseillers retraite travaillent aujourd'hui à leur domicile. Donc ça a été une organisation rapide qui a dû être mise en place. Et donc je profite pour remercier aussi bien les informaticiens de la Caisse qui se sont tout de suite mis au travail, ainsi que les conseillers retraite qui sont venus chercher leur matériel au travail et les ont emmenés chez eux de manière à ce que effectivement ils puissent tout de suite continuer le traitement de leur retraite. Et donc là aujourd'hui, c'est assuré. Je tiens à rassurer toutes les personnes qui avaient des dossiers en instance chez nous, qui avaient déposé déjà leur demande de retraite. Leur demande de retraite sera traitée en télétravail. Alors, de plus, ce que nous allons faire parallèlement pour mieux rassurer ces personnes-là, nous avons toute une équipe qui est en train d'appeler chaque personne qui a un dossier en instance chez nous pour justement les écouter, les entendre, faire la conversation avec eux par rapport à leur confinement, certes, mais aussi pour les rassurer quant au traitement et à la poursuite du traitement de leur dossier. Bon, alors ça, c'est les gens qui avaient des dossiers, un dossier retraite en instance. Mais les gens qui prévoyaient leur retraite pour les mois à venir, mais qui n'avaient pas encore accompli les formalités d'usage, est-ce que ça va décaler ou bien est-ce que ces personnes devront simplement faire comme si tout était normal en ce moment? Absolument. Alors, pour ces personnes-là, vous avez l'intention de déposer votre demande de retraite. Rien ne change. Au contraire, nous avons profité, comme la règle c'est le confinement, il vous faut profiter pour pouvoir faire votre demande de retraite en ligne. C'est-à-dire que pareil, vous ouvrez votre espace personnel et vous entrez sur votre espace personnel et vous allez voir demande de retraite en ligne et vous allez faire votre demande de retraite. Si jamais vous avez la moindre difficulté, vous avez la possibilité de nous envoyer un mail ou bien de nous poser une question sur l'assurance-retraite.fr et nous avons un certain nombre de conseillers retraite qui sont là chaque jour en télétravail pour pouvoir répondre à vos demandes et sinon aussi pour vous accompagner pour pouvoir faire votre demande de retraite en ligne. Ce qui est important, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leurs enfants avec eux en confinement. Il faut profiter pendant que vos enfants sont là. Il faut profiter pendant que vous avez quelques personnes autour de vous pour pouvoir faire effectivement votre demande, pour être accompagné, je veux dire, sur votre demande. Voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de dire surtout, il faut vraiment que, vous savez, traiter une demande de retraite, c'est 2/3 de temps, c'est la carrière que nous reconstituons. Et malheureusement, ce qui prend du temps, des fois, dans le traitement d'une demande de retraite, c'est la carrière. Donc moi, ce que je vais demander à tous nos auditeurs, surtout dès lors que vous commencez à travailler, ça veut dire que même à partir de 25, dès lors que vous commencez votre premier travail, il vous faut profiter pendant la période de confinement pour ouvrir votre espace personnel, pour aller regarder votre relevé de carrière et regarder si toutes les années pendant lesquelles vous avez travaillé, vous avez été au chômage, vous avez été en indemnité journalière, est-ce que toutes ces informations-là sont rentrées sous votre relevé de carrière, parce que c'est ce qui conditionne le montant
de votre retraite et le paiement de votre retraite aussi. Donc, il faut profiter du confinement pour que tous, vous puissiez aller regarder votre relevé de carrière. Bien. Alors, autre chose, puisque nous sommes dans une période de confinement, mais l'activité agricole continue. En ce qui concerne le régime agricole, est-ce qu'il y a des particularités en ce moment, des avis, des conseils à donner aux agriculteurs qui sont, c'est vrai, sur le terrain, ils sont peut-être même bousculés et n'ont peut-être pas le réflexe d'aller sur Amélie ou d'aller sur le retraiteagricole.fr. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Alors, écoutez, moi, je pense que je suis directrice de l'assurance retraite et je pense que vous allez inviter, non pas que je ne peux pas répondre, mais je préfère laisser le directeur du régime agricole répondre à une émission que j'espère que vous allez l'inviter aussi. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Donc vous allez l'inviter et qui va répondre pour la retraite. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toute personne qui demande à faire sa retraite, qu'on soit agriculteur, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit... dès lors qu'on a besoin de faire sa demande de retraite, il faut aller en ligne, ouvrir son espace personnel sur le site sur lequel le régime auquel vous appartenez, et le système, il est le même, c'est une demande de retraite unique que vous remplissez et que vous adressez à votre régime de retraite. D'autant plus que vous savez bien que des fois en Guadeloupe, les personnes ont eu de multiples activités. Ils peuvent avoir eu une activité en tant que marin-pêcheur, une activité en tant que dans le BTP, une activité en tant que régime agricole, régime général. Donc c'est une demande unique maintenant de retraite qu'il faut remplir. C'est le même formulaire qu'il faut remplir et le transmettre au dernier régime d'appartenance. Et je profite pour dire que pour toutes les personnes qui sont des travailleurs indépendants, nous avons intégré les travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020. Oui. Donc en fait, pour tous les travailleurs indépendants qui veulent partir à la retraite, c'est le même dispositif. Vous remplissez votre demande de retraite en ligne et c'est nous qui recevons cette demande et qui le traitons comme quelqu'un du régime général. Est-ce que je peux profiter, si j'ai le temps, de pouvoir faire une intervention concernant la carrière? Allez-y, je donne encore quelques minutes, allez-y. Oui. D'accord, merci beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, c'est, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que chacun profite du confinement pour aller voir si l'ensemble des informations qui concernent son parcours professionnel figurent dans le relevé de carrière. Moi, je souhaitais dire avec beaucoup de force donner ces informations-là, c'est que jusqu'à présent, à chaque fois que vous aviez une information qui manquait dans votre carrière, vous nous adressiez à nous, la Caisse générale, ces informations-là de manière à ce que nous puissions faire la rectification pour vous. À compter de bientôt, c'était septembre qui était prévu et certainement ce sera reculé avec les événements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, la rectification de votre carrière, c'est à l'assuré qu'il appartiendra de le faire, de la faire, en ligne, c'est-à-dire que la Caisse générale de sécurité sociale, c'est le nouveau système qui existe. Nous avons un nouvel applicatif qui veut que nous ne faisons que qualifier ce que vous nous avez envoyé comme information pour votre carrière. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est dès maintenant qu'il vous faut anticiper le nouveau système et regarder et profiter pour corriger votre carrière. Comment vous corrigez votre carrière? Vous allez vous ouvrez votre espace personnel, vous allez voir le relevé de carrière et vous allez voir que la modification est possible. Vous scannez les différents éléments. Si vous n'avez pas de scanner fixe chez vous, vous téléchargez sur votre portable, sur votre mobile, une application gratuite de scan. Vous scannez vos éléments parce qu'ils sont beaucoup plus visibles lorsque vous les scannez au lieu de faire des photos et vous les envoyez par le biais de votre espace personnel et comme ça vous avez corrigé votre relevé de carrière. C'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, je pense que ce que vous souhaitiez, c'était qu'on puisse rassurer les assurés et leur dire que leur retraite est surtout payée. Oui. Que s'ils n'ont pas reçu alors qu'ils avaient tout envoyé et qu'il y a eu un incident de paiement, il faut retourner dans leur espace personnel et renvoyer un RIB de manière à ce que la modification du RIB puisse être faite rapidement. Rassurer les personnes qui avaient un dossier en instance chez nous pour leur dire que nous sommes en télétravail, nos conseillers retraite sont chez eux en train de travailler sur leur dossier
et leur dire qu'ils recevront un coup de fil. De notre part, aujourd'hui, nous avons déjà passé plus de 1500 coups de fil. Nous avons eu plus de 1500 assurés. Nous n'avons pas eu certains assurés parce que nous avons appelé, ils n'étaient pas là. Nous allons les rappeler pour les entendre, pour connaître leurs difficultés. Parce que si jamais il y a des difficultés que nous percevons, nous allons faire le nécessaire pour que ces difficultés-là soient réglées. Nous sommes à l'écoute des assurés et nous sommes partie prenante de cette difficulté-là qu'ils rencontrent et nous sommes là, je veux dire, pour pouvoir les aider. Et c'est ça, effectivement, notre contribution et notre engagement en tant que sécurité sociale vis-à-vis des assurés sociaux qui sont en confinement et qui sont en train de passer un moment difficile. Donc ça veut dire que dans le contexte actuel, la CGSS continue à fonctionner comme normalement? Alors, bien entendu, nous ne fonctionnons pas encore à optimiser à 100%. Moi, je le dis pourquoi. Tout simplement parce que même si tous les conseillers retraite travaillent, nous avons quand même le 3960 aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Et il va fonctionner la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, lorsqu'un assuré veut nous téléphoner, c'est vrai que le 3960 ne fonctionne pas. Et là, nous sommes en train, il y a un nouveau système qui est mis en place justement et qui permettra justement au 3960 d'être dirigés chez des conseillers retraite à leur domicile. Et ça, ce système-là, il ne fonctionnait pas encore et là, il va fonctionner à partir de la semaine prochaine et c'est quelque chose que nous allons mettre en place incessamment sous peu. Donc, vous savez, le télétravail aujourd'hui, pour faire face à ce confinement, c'est ça que nous devons mettre tout en place, imaginer toutes sortes de systèmes pour nous permettre de faire comme si la sécurité sociale fonctionne normalement, mais à domicile. Il ne faut pas que l'assuré social puisse se rendre compte qu'il y a une divergence, je veux dire, dans le travail. Il faut qu'en téléphonant sur le 3960, il puisse croire que c'est toujours comme avant. Sauf que ce sera dirigé vers des conseillers retraite à leur domicile qui répondront au téléphone à partir certainement de la semaine prochaine. On vous l'indiquera, on enverra un SMS et on enverra un mail aux assurés sociaux pour le leur dire. C'est le dernier mot que j'allais vous demander, Madame Bessry. Compte tenu que nous sommes en confinement, mais on ne sait plus maintenant quel jour. Est-ce que vendredi, demain, vous fonctionnez encore ou alors vous reprenez comme mardi? Eh bien, écoutez, non, puisque là, demain, c'est le vendredi saint. Mais tous les jours sont sains maintenant. C'est saint Covid tous les jours. Mais vous savez, pendant le confinement, je puis vous dire que les équipes travail, mais vraiment beaucoup plus que d'habitude. Ça, je peux vous dire ça. Moi-même, je suis confinée depuis le 18 octobre et on travaille, on n'a pas d'heure. On commence très tôt et on finit très tard. Je travaille avec mes équipes par des applicatifs comme Zoom, etc. Je travaille avec mes équipes toute la journée et j'ai des rendez-vous tous les soirs avec le directeur général de la retraite et l'ensemble des agents de direction de la caisse et on fait le point tous les soirs et je vous dis, je fais des réunions avec mes équipes pendant toute la journée, de manière à ce que, effectivement, que ça puisse continuer à tourner. Donc, on travaille énormément. Et là, comme je vous dis, je profite pour remercier les assurés sociaux pour leur patience, bien entendu, mais je profite aussi pour remercier l'ensemble de mes équipes, l'ensemble des conseillers retraite qui travaillent à leur domicile, l'ensemble des cadres, des responsables d'agence qui travaillent avec moi pendant toute la journée jusqu'à 19h des fois, alors qu'on a commencé jusqu'à 7h du matin. Et pour que le service public puisse fonctionner et que nous puissions rendre le même service à nos assurés sociaux, même s'il y a des services qui ne sont pas encore développés. Je voulais profiter pour vous dire, M. Zandronis aussi, que je vous ai dit tout à l'heure que le 3960 va fonctionner certainement d'ici la semaine prochaine où les assurés sociaux pourront nous appeler, mais il faut savoir aussi que les rendez-vous aussi en ligne pourront exister, pourront fonctionner la semaine prochaine. Cela veut dire qu'au lieu d'avoir un rendez-vous physique dans une agence retraite, l'assuré pourra prendre rendez-vous en ligne et on va lui faire un rendez-vous au téléphone. C'est-à-dire qu'il y aura des conseillers retraite qui feront comme si cette personne est assise devant eux, et en ligne, ils vont... Voilà.
Bien, merci Betty Bessery, directrice retraite et données sociales de la CGS. Et je rappelle questions, oui. Voilà, répondre à ces questions ou bien l'aider, comme je vous disais, à remplir un dossier ou bien l'aider à faire sa demande de retraite en ligne. Voilà, c'est vraiment extrêmement important. On essaye au fur et à mesure de déployer tous les services que nous avions avant. Nous essayons de les déployer au fur et à mesure pour nos assurés sociaux, pour qu'ils sentent moins la douleur du confinement et que surtout pour qu'ils puissent avancer et avoir le paiement de leur retraite. C'est surtout ça, avoir le paiement de sa retraite. Bien, merci Betty Bessery, en direct donc, du ZCL News. Et comme nous l'avons déjà dit, nous aurons l'occasion de recevoir le directeur de la CGSS au cours des jours qui viennent dans le ZCL News, puisque nous sommes là pour informer les Guadeloupéens pendant le confinement. Voilà, 13h19. Merci beaucoup, M. Zandronis, et merci beaucoup à tous les futurs retraités et les retraités patients. Voilà. On est là, on fait le boulot. Dit, merci, c'est au revoir. Dit et c'est entendu. Tout de suite, un petit tour du côté de UCA. UCA, c'est une agence de location de véhicules. Et vous savez maintenant, ça s'est fait en Martinique. C'est le Rotary Club qui met au service des soignants un véhicule et un bon d'essence. UCA a pris une initiative en ce sens-là. On regarde ce reportage, il est 13h20. La bonne nouvelle, malheureusement, part plutôt d'une situation un peu particulière, étant donné la pandémie qu'on est en train de vivre et qui est, je pense, une situation jamais vue dans le monde, en tout cas de notre vivant. On a décidé, nous, pour aider justement tout ce personnel soignant qui est à disposition pour sauver des vies, nos proches, enfin voilà, tout ce qui se passe en ce moment qui est quand même considérable. On a décidé avec UCAR Guadeloupe et Martinique de pouvoir mettre à disposition notre parc, qui est donc ici, le parc immobilisé, à destination du personnel soignant pour 1 euro symbolique, c'est-à-dire jusqu'à la période du 30 avril, en attendant bien sûr de savoir ce que le gouvernement va décider, étant donné qu'on a su aujourd'hui qu'il y avait prolongation de confinement. En fait, ça reste quand même un contrat de location, parce qu'on est quand même loueur, donc c'est permis de conduire, on a quand même une demande de caution, évidemment, parce que la voiture va partir quand même sur la route, légalement on est obligé, et voilà, il y a exactement un badge, carte professionnelle, justificatif de déplacement, attestation employeur qui prouve qu'ils font bien partie du personnel soignant et qu'ils ont évidemment besoin de travailler pour nous aider dans cette situation. C'est déjà acté depuis le 1er avril, on a fait une publication Facebook. On a également transféré des mails à tous les services des hôpitaux et des cliniques et des infirmiers libéraux afin de les informer de la situation et de l'opération qu'on met en place. Et exactement, depuis le 1er avril, on a quand même pas mal de demandes de personnes qui ont ce besoin d'aller nous aider. Et on est content de savoir qu'on participe quand même à notre petite échelle à cette solidarité Covid-19. Alors je vais pas vous cacher la chose, c'est quand même très compliqué. Malgré le fait qu'il y ait des aides gouvernementales, c'est compliqué. L'activité a complètement chuté, on est en effectif réduit, on a forcément dû prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes. On essaye de survivre à tout ça et de tout faire justement pour sauvegarder un petit peu l'activité qu'on a et les emplois aussi qu'on a créés. Donc on fait tout ce qu'il faut pour essayer de rester dans cette situation-là, ce dynamisme-là, malgré cette situation que je dis très 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 particulière. Ça va mieux, c'est sûr qu'avec cette masse d'informations que nous avons eues, ça a été un petit peu anxiogène et je vous avoue qu'on a un petit peu tous eu peur. Ça va beaucoup mieux, évidemment on essaye de faire les gestes barrières, on a les masques, on se lave les mains très régulièrement, gel hydroalcoolique. On essaye d'avoir cette distanciation de 1 mètre, 1 mètre 50 entre les personnes, de faire patienter le monde. Enfin voilà, on essaye de faire ce qu'il faut et ça va mieux, mais c'est vrai que c'est très particulier quand même. On a vraiment l'impression d'être dans une nouvelle série, sans les citer, mais voilà, vous avez compris, on a vraiment l'impression d'être acteur d'une série qu'on ne maîtrise pas forcément. Il faut toujours être confiant, il faut être positif, on essaye de mettre en place des choses, le personnel soignant est au taquet à travers le monde. Je pense que le gouvernement a pris la notion quand même de la gravité de la chose. Oui, il faut être confiant. Voilà, il est 13h23. Comme chaque jour maintenant, nous retrouvons notre chronique psy avec l'association des psychologues de la Guadeloupe. Et cette fois-ci, c'est Sherline Gourdet qui va interpréter le métier, qui nous a expliqué, pas interpréter, qui nous a expliqué ce qu'est le métier de psychologue. On regarde tout de suite.
Bonjour à tous, je m'appelle Charline Gourdet, je suis psychologue. Et aujourd'hui, on va faire ensemble le zoom sur le métier de psychologue. En 3 points, on va découvrir un petit peu cet univers qui est connu, mais pourtant où on entend encore qu'il y a beaucoup de craintes, de frayeurs et de peurs. Souvent, quand une personne dit qu'il va consulter un psychologue, dans la tête des gens, c'est ça. Ou dans la tête des gens au cabinet, c'est ça. Et c'est aussi ça. Et pourtant, notons bien que 87% des personnes sont satisfaits sur le territoire anti-Guyane lorsqu'il va consulter ou qu'il a consulté un psychologue. Donc, alors pourquoi encore autant de craintes, de peurs et de frayeurs? Il faut savoir qu'un psychologue, c'est un professionnel diplômé. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un voyant, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psychiatre. C'est un professionnel qui a fait des études universitaires, 5 années, entre 5 ans et 9 ans, et à la fin de ses études, qui a obtenu un Master 2, ou le titre de psychologue, selon le courant ou la théorie qu'il a choisi, et peut ensuite déposer son diplôme à l'ARS pour obtenir son numéro ADELI. Donc c'est un professionnel qui est diplômé, qui est garant de la santé mentale des personnes. Le psychologue, son titre est protégé par rapport par exemple au psychiatre qui n'a pas le titre protégé. Le psychologue pratique selon la déontologie des psychologues. C'est un métier qui est bien entouré, bien protégé. Lorsque une personne souhaite aller consulter un psychologue, il n'a pas besoin forcément d'ordonnance. Soit effectivement il est envoyé par son médecin avec une ordonnance, ou soit il y va de manière autonome, selon son besoin, consulter le psychologue. Il faut savoir que le psychologue peut vous recevoir en milieu hospitalier, en institution, également en libéral ou en association. Le psychologue peut recevoir toutes sortes de personnes, c'est-à-dire c'est ouvert à tous. Toutes les personnes qui ressentent le besoin de parler, d'être aidées à gérer une problématique ou simplement d'être soutenues dans un moment difficile. C'est un métier formidable qui permet effectivement d'accompagner les personnes et de leur donner ou de les aider à avoir un autre point de vue. Le psychologue aussi aide les personnes, selon la thérapie choisie, à dépasser leurs problématiques en fonction évidemment de la personne. Ensuite, ce métier est un métier où les professionnels de la santé mentale, qui sont les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, ce sont des métiers où effectivement on accompagne les émotions, on accompagne aussi l'état psychique de la personne. Donc c'est pour toute personne, que ce soit enfant, adulte ou personne âgée. Donc si vous en ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait prendre contact avec un professionnel de la santé mentale. Un psychologue aussi peut également pratiquer plusieurs courants, donc on a parlé tout à l'heure, selon le courant qu'il a choisi, donc la méthode. Donc on retrouve la psychologie clinique, la psychologie comportementale et cognitive, la psychologie sociale, la psychologie de la santé, la psychologie du travail et des organisations. Et il y a aussi la neuropsychologie ou la psychologie scolaire. Donc il y a plusieurs courants dans le métier de la psychologie. Notamment tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé des psychiatres et des psychanalystes. Donc le psychiatre, c'est un médecin, donc il peut faire des ordonnances. Le psychologue ne peut pas faire d'ordonnance.
Le psychanalyste n'est pas forcément diplômé en psychologie. C'est un professionnel qui est affilié à une grande association et qui lui-même a fait une psychanalyse donc, pour accompagner. Donc, psychiatre et psychanalyste, c'est différent du métier de psychologue. Et pour terminer, souvent on revoit dans les cabinets qu'effectivement les gens ont des craintes, ont des peurs pour aller consulter, mais aujourd'hui par exemple les CMP sont bondés. Les listes des personnes en attente justement de pouvoir consulter au sein des centres médico-psychologiques sont vraiment de très grandes listes. Donc n'hésitez pas, si vous, pendant cette période de confinement, si vous ressentez le besoin d'aller consulter un professionnel donc de la santé mentale, un psychologue, n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi une cellule d'écoute qui a été mise en place par l'ARS et le CUP. Vous pouvez retrouver le numéro sur Internet pour être accompagné en tout cas du moins pour pouvoir appeler et puis être redirigé sur des professionnels qui pourront vous aider et vous accompagner. Mais également aussi, si vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu pendant ce moment de confinement, l'association Psychologie Caraïbes peut vous aider et vous accompagner en ce sens. Donc nous sommes joignables sur psycaraïbes@gmail.com. Il y a également le Facebook de l'association Psychologie Caraïbes. Écoutez, j'espère avoir un petit peu éclairé ce métier donc, de psychologue. Selon mon point de vue, c'est un métier extraordinaire qui est pour moi comme une vocation. C'est pour ça aujourd'hui je voulais un petit peu vous en parler. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. En général, vous avez des êtres humains derrière ce métier et des êtres humains qui aiment aider les autres, qui sont là pour vous accompagner et qui vraiment sont toujours en formation pour pouvoir vous accompagner le mieux possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. C'était Charline Gourdet. Voilà, il est 13h34 dans le ZCL News. On revient tout de suite avec Madame Hélène Migerel. Hélène Migerel, qui est psychanalyste et anthropologue depuis plusieurs jours. Elle est comme tout le monde confinée. Sur sa page Facebook, elle publie des textes intéressants que je vous envisage. On vous encourage à lire. Tout à l'heure, on avait une psychologue. Cette fois-ci, c'est une psychanalyste. Madame Hélène Migerel, vous le savez, elle a déjà publié beaucoup d'ouvrages puisque elle, d'une manière générale, elle s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, la Guadeloupe, et avec, comme on dit en créole, les mœurs et l'habitude, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à la sorcellerie, aux pratiques magiques ou religieuses, enfin bref, mais pas que, elle continue, tout en étant chez elle confinée, à réfléchir un peu sur cette société guadeloupéenne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité la faire intervenir ce midi dans le ZCL, parce que, effectivement, Hélène Migerel, c'est en plus d'être une psychanalyste et une anthropologue, mais c'est une très bonne observatrice des mœurs et l'habitude de notre pays, de notre Guadeloupe. Hélène Migerel, bonjour. Bonjour. Et donc, je disais que vous êtes confiné chez vous, mais ça ne vous empêche pas de réfléchir ou de continuer à regarder cette société guadeloupéenne. Hélène Migerel ? Je vous entends très mal, Daniel. Elle m'entend très mal, je vais essayer de répondre à vos questions. Oui. Alors, vous êtes devant votre poste de télé, c'est ça ? Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, parce que j'entends un écho. Alors, je disais donc, vous êtes une observatrice, outre la psychanalyse et l'anthropologie, mais vous observez beaucoup votre pays, et tout en étant confiné, ça ne vous empêche pas de réfléchir, puisque j'ai lu sur votre page Facebook des choses très intéressantes sur la Guadeloupe dans ce moment. Et moi, je voulais vous poser la première question concernant... Alors, on s'occupe beaucoup des gens qui peuvent avoir le coronavirus, le Covid-19 comme on l'appelle, mais il y a des gens qui ont d'autres troubles en Guadeloupe, des troubles psychologiques, mentaux, etc. Et je voulais savoir, dans cette période, comment ces gens-là réagissent à l'enfermement. Voilà.
Alors bien sûr, je profite du confinement, c'est certain, pour observer, parce que je regarde et j'écoute autour de moi, puis je reçois aussi de l'extérieur des messages qui me renseignent sur l'état psychologique de certains patients, ou même sur la situation en psychiatrie. Alors, nous avons plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, une personne qui a été soignée en psychiatrie, qui a été équilibrée, qui a été soignée, qui est sortie dans sa famille, ça ne pose aucun problème. Le suivi continue parce que le centre médico-psychologique va prendre le relais. Et si cette personne ne vient pas voir son psychiatre ou son psychothérapeute au centre médico-psychologique, eh ben, il y a une équipe d'infirmières qui va faire ce qu'on appelle une visite à domicile, voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a une rechute, et s'il y a un problème, à ce moment-là, l'hospitalisation, la réhospitalisation est décidée. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Le second cas, où quelqu'un est soigné, est sorti avec un suivi médicamenteux, mais qui se retrouve dans une situation d'isolement, parce que beaucoup de personnes ayant des troubles mentaux sont seules, même s'ils sont réinsérés. Et j'insiste, même s'ils sont réinsérés, ils vivent seuls, ils travaillent quelquefois parce qu'il y a des associations extraordinaires ici de réinsertion qui leur permettent de travailler de façon régulière au sein d'équipes de repassage, de couture, d'espaces verts, alors que nous sommes dans une île où il y a un chômage très élevé, mais certains patients arrivent à être réinsérés, à avoir une vie tout à fait normale. Mais quand ils sont dans cet état de solitude, ce constat de solitude, ils comprennent effectivement qu'il se passe quelque chose, ils se retrouvent face à eux-mêmes et ils sont confinés. Alors, plusieurs comportements sont possibles. Ou alors, ils établissent un lien continu avec un soignant. Ils ne veulent pas sortir parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont attraper le virus. Ou alors, ils vont s'aggraver parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le fait d'être, je dirais, normé, qui évite l'angoisse. Les personnes normées, je ne parle pas de gens normaux, pour moi, des gens normaux, ça n'existe pas. Ce sont des gens normés qui existent, ce sont des gens qui respectent les règles, qui sont bien intégrés, et puis il y a d'autres qui sont effectivement un petit peu en marge, avec une sensibilité un peu exacerbée. Dans ces cas-là, effectivement, il y a un risque de décompensation, c'est-à-dire un peu de tristesse, l'accentuation d'un état psychique, quelquefois la négligence de la prise de médicaments. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont en situation d'errance. Ce sont des gens qui ont été suivis à l'hôpital, qui ont eu des essais de réinsertion, qui n'ont pas accédé parce qu'il n'y a pas de réussite à 100% dans la prise en charge quand il s'agit de troubles mentaux. Il faut aussi accepter qu'il y ait une petite partie de personnes qui échappent complètement aux soins. Donc, ceux-là, ils ne prennent pas leurs médicaments, ils sont en rupture totale avec la société et ils sont dans une situation d'errance. Alors, effectivement, aujourd'hui, ça craint. Ça craint, mais ça craint pas autant que ça. Et je m'explique. Ça ne craint pas autant que ça, dans la mesure où ce sont des personnes qui n'établissent pas de contact avec les gens. Ce sont des personnes qui vont se réfugier un peu dans la ville, s'asseoir sur les bancs, mendier quelquefois, mais, et je précise, que ce ne sont pas des personnes
qui vont agresser la population. Vous savez, dans nos imaginaires, nous avons ce qu'on appelle une représentation. Nous avons une idée, la représentation, et l'idée de l'image de ce qu'on se fait de l'autre. Et dans nos imaginaires, nous sommes persuadés que les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, qui ont des pathologies mentales, eh bien, ce sont des personnes qui sont dangereuses et qui sont agressives. Pas du tout. Quand on regarde les statistiques, ce sont ceux-là qui sont plus agressés par la population qu'ils n'agressent. Ce sont ceux-là qui se font quelquefois plus tuer que les autres. Donc, quand une personne a un contact avec quelqu'un, ou alors un contact au loin, je dirais bien, un contact avec quelqu'un qui est dans une situation d'errance, un peu déboussolée, la personne peut appeler la mairie, tout simplement, la mairie de la ville, et on saura ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas appeler, la personne n'est pas agressive, on ne peut pas appeler la police, la personne n'est pas en situation de décompensation, on ne peut pas appeler les pompiers. Donc il faudra effectivement appeler la mairie, et la mairie, essaiera de comprendre le problème et d'aider. Alors, Hélène Misgrel, si on parlait dans cette période de confinement des gens qui ont des addictions, que ce soit à l'alcool ou à des substances interdites, est-ce que cette période de confinement va augmenter leur addiction ou au contraire, ça m'étonnerait d'ailleurs, réduire cette addiction? Je dis oui. Pour l'alcool, je dis oui. Et ça, l'expérience le prouve. Je dis oui, qu'il y aura une augmentation d'addiction due à l'alcool. Et même les gens qui ne sont pas alcooliques, M. Zandronic, quand ils se retrouvent dans une situation de confinement, ils s'ennuient, ils tournent en rond, et ils perdent quelquefois la notion du temps. Le premier refuge, il y a deux refuges possibles. Le premier refuge, c'est la nourriture et la nourriture sucrée. Le deuxième refuge, ce sera l'alcool. L'alcool et l'accélération, effectivement, de la prise de substances psychoactives. Donc, moi, je pense que prendre des mesures pour essayer effectivement de contenir les personnes qui sont à risque, c'est prévoir. Parce que je dis tout le temps, avec tout le monde, cette phrase n'est pas de moi, que gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est s'assurer qu'il n'y aura pas trop de débordements. C'est demander aux associations de renforcer leur vigilance. Et c'est demander aussi aux maires, parce que les maires doivent être aussi les garants de la santé de leurs concitoyens. C'est demander aux maires de faire preuve de créativité pour prendre en charge de façon un petit peu plus importante les personnes qui sont nécessiteuses. Alors, je dis qu'en cas de fête, quand il y a des grandes fêtes familiales, pas seulement Pâques, mais ça se constate aussi au moment des fêtes de Noël, où les gens font le constat de leur solitude, il y a effectivement une tendance à la déprime et une tendance à la demande de réhospitalisation, c'est-à-dire que les gens se trouvent complètement désemparés et à ce moment-là, ou ils demandent à être réhospitalisés, ou alors ils sont tellement mal que leurs parents, la parentèle fait appel aux équipes de psychiatrie qui viennent effectivement leur porter ou des soins ou alors les réhospitaliser. Ce n'est pas seulement dû, ce ne sera pas seulement dû à Pâques. Il faut s'attendre effectivement à quelques décompensations, mais enfin, je tiens à rassurer les gens,
que les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont pas aussi dangereuses qu'on le pense. Bien, alors, oui, non, mais alors ça, vous l'avez dit, mais alors, j'ai entendu beaucoup de prévention sur les violences conjugales, disant que les couples allaient se retrouver confinés, et donc ça allait profiter à certains maris violents, puisque peut-être que les hommes le sont peut-être plus que les femmes, enfin encore que. Est-ce que vous pouvez attester la vérité de ce genre d'assertion? Alors, Monsieur Zandroni, oui. Il faut vraiment savoir que les gens qui sont les premiers observateurs des violences conjugales en France, oui. Je dis bien en France, parlent d'une augmentation de ces violences conjugales. Oui. Ici, j'ai essayé effectivement, parce que la sauvagerie est fermée, tout le monde est confiné. Oui. La sauvagerie est fermée. Tout à fait. Et l'information est plus difficile à me parvenir. Et je dis bien qu'il y a deux hypothèses. Il faut tenir compte de cette grande inconnue. Nous sommes là en situation extraordinaire. Il faut tenir compte d'une grande inconnue. Première chose, où ces personnes qui sont violentes, ça peut être des hommes ou des femmes, je le répète, ça peut être des hommes ou des femmes, ces personnes qui sont violentes, prises elles-mêmes dans une angoisse de confinement, vont effectivement, se replier sur elles-mêmes, c'est-à-dire dans une espèce d'introversion, ne pas passer à l'acte, ou alors dans des cas d'exacerbation, parce qu'on est là en permanence, parce qu'on ne supporte pas que l'autre réponde quand on donne un ordre, ça peut effectivement aller en augmentant. Mais là, je ne pourrais pas affirmer aujourd'hui, dans l'état où je suis les choses, qu'il y a une grande augmentation. Je ne peux pas affirmer ça. C'est vrai que je ne suis pas en relation avec les services de gendarmerie pour les plaintes. Et puis, c'est vrai aussi qu'il faut organiser. J'ai vu qu'en France, quand une dame allait en pharmacie accompagnée de son mari et qu'elle se sentait menacée, elle pouvait dire masque 19. Enfin, il y avait un code qui était établi, et donc le code établi, tout le monde peut le savoir. Je dis que la femme et l'homme, mais c'est vrai que dans une situation telle que celle-là, inhabituelle, on est tout le temps à chercher des mesures adéquates pour mettre à l'abri les gens. Alors, j'ai vu aussi la déclaration de l'ONU. Oui. L'ONU demande à ce qu'on fasse attention beaucoup plus en cette période de confinement aux femmes et aux enfants. Oui. Donc, il y a, à mon avis, il y a un regard qui est un regard défavorable, qui est porté sur une partie de la population. C'est vrai que nous devons être attentifs. Nous devons de nous mêler quelquefois de ceux qui ne nous regardent pas quand il s'agit de violence. Trop souvent, on n'interroge pas les gens autour de nous quand on constate qu'ils ont des coups. On n'ose pas en parler et l'autre n'ose pas non plus. Je veux dire que ce comportement doit disparaître de nos sociétés, où nos sociétés étaient des sociétés solidaires, qui étaient soucieux de l'autre et du bien-être de l'autre. C'est vrai que c'est difficile pour une femme. Elle a sa fierté. Et ce n'est pas une femme faible. C'est difficile pour elle d'aller se confier et de dire « je suis battue ». Mais quand même, on ne tombe pas sur la gorge dans un escalier et quand on porte un foulard à 40 degrés à l'ombre, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors... Nous avons une responsabilité de solidarité et nous devons alerter ceux qui vivent en immeuble, et ça vraiment je veux le dire, ceux qui vivent en immeuble et qui entendent quelqu'un crier, ils peuvent appeler effectivement la police. Et il faut venir au secours des gens qui se trouvent en difficulté. Hélène Miguel, je voudrais terminer avec vous sur une note, j'espère, positive. Est-ce qu'à l'inverse, on peut imaginer que le confinement
plus resserrer des liens familiaux, par exemple, distendus? Oui. Le confinement peut laisser des séquelles psychologiques, hein, je dirais, à des degrés divers, mais le confinement peut aussi, de façon positive, resserrer des liens familiaux et quelquefois des couples qui étaient dans l'habitude, 25, 30 ans de mariage où on ne se parlait plus et qui ont un petit jardin et qui descendent ensemble dans ce petit jardin, qui profitent effectivement d'échanger et qui, devant la télé, donnent un avis que même si cet avis est contradictoire, ça peut améliorer les liens. Bien. Mais en quelle proportion? Oui. En quelle proportion? Nous ne pourrons les dire qu'après au moins 6 mois de sortie du confinement. Je dis bien, après 6 mois de sortie du confinement, nous pourrons effectivement voir ce qui s'était passé à ce moment-là et en faire état dans des publications et puis prendre des dispositions nécessaires et nous préparer à ces éventualités de catastrophes prolongées et d'épidémies et de pandémies. Ça doit nous servir d'expérience. Nous devons aujourd'hui d'être des observateurs, nous autres qui nous portons garant de la psyché des individus, parce que vous savez, si vous avez de la tristesse, si vous êtes en situation de stress permanent, vous ne voyez pas la possibilité de vous en sortir. Hélène Miserel, on vous remercie, on renvoie... Non, je voudrais ajouter quelque chose, Monsieur Tandronis, je peux? Oui, ajoutez, vous avez 15 secondes. Oui, quelques mots. Je veux ajouter quelques mots parce que partout on applaudit les soignants, on applaudit les personnes qui sont dans les hôpitaux. Oui. Ils sauvent des vies, mais nous sauvons la leur. Nous sauvons la leur et nous les aimons. Mais comment sauver la leur? Si nous aimons les gens, nous pouvons les protéger. La plus belle preuve d'amour que nous devons faire à ceux qui travaillent à l'hôpital, c'est de les protéger, eux et leurs familles, en restant à la maison. Parce que rester à la maison, c'est empêcher la propagation du virus. Rester à la maison, c'est effectivement empêcher les hospitalisations d'autres cas. Rester à la maison, c'est ne pas exposer les soignants qui chaque jour surmontent leur peur et leur angoisse. On ne le dit pas suffisamment. Surmontent leur peur et les angoisses afin de soulager et guérir les femmes, les enfants, les hommes touchés par le coronavirus. Et le plus beau cadeau que nous pouvons leur faire à ces soignants et aux hospitaliers, nous tous, c'est de rester à la maison. Bien. Mais on vous remercie, Hélène Miserel. Vous restez à la maison de toute façon, mais je disais qu'on peut considérer, on peut aller sur votre page Facebook et il y a des choses intéressantes à lire. 13h54, on quitte Hélène Miserel et justement, elle parlait de l'hospitalisation. Le point de la situation au 9 avril, alors d'après le communiqué de l'ARS, 22 patients sont hospitalisés. Il y a toujours 143 cas confirmés. Il y a eu 2 nouveaux cas aujourd'hui par rapport à hier. Il y en avait 4. 67 personnes sont déclarées guéries en Guadeloupe. Toujours le même taux à peu près, majoritairement âgés entre 15 et 64 ans, avec moins 2%, 62%, jusqu'à hier c'était 64%, et les gens âgés de 75 ans, légère augmentation de 17% des cas. Au vu du communiqué de l'ARS aujourd'hui, pas de nouveaux décès. C'est tant mieux, la Guadeloupe est déjà à 8 décès. Il est 13h55. Tout de suite, on va se rendre du côté des agriculteurs parce que les problèmes se posent pour ces éleveurs, pas les agriculteurs, les éleveurs. On regarde le petit reportage avant la fin de ce ZCL. Par rapport à cette situation de crise, nous nous sommes donné les moyens dès la première semaine pour assurer l'approvisionnement de la population en viande fraîche de qualité. Donc vous vous êtes rendu compte de la qualité, de la fraîcheur de la viande.
C'est vrai que la première semaine de confinement a été un peu difficile parce qu'on n'a pas eu de livraison d'animaux pour avoir un abattage normal. Mais dès la deuxième semaine, les bouchers se sont organisés, les coopératives se sont organisées pour retrouver un abattage normal et permettre effectivement aux bouchers, aux artisans bouchers, mais aussi à un certain nombre de GMS d'avoir de la viande pour alimenter la population. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une sous-production. On arrive effectivement à permettre à la grande majorité de la population à trouver de la viande fraîche chez leurs artisans bouchers, mais aussi chez un certain nombre de grandes surfaces qui continuent à fonctionner avec la profession. Pour l'instant, vous savez, c'est une activité qui est toujours difficile, mais c'est vrai qu'en cette période de crise, sur certaines filières, forcément, on a du mal à pouvoir écouler parce que bon, on a du mal à faire arriver des poussins, par exemple en volaille, par rapport aux avions qui n'arrivent pas régulièrement. Mais en production porcine, nous arrivons à satisfaire les besoins. En bovin, nous arrivons à satisfaire les besoins. Donc je crois que sur la seule production, on a un peu de mal. C'est vrai que c'est sur la production de volaille. Tant qu'on ne peut pas, bon, je crois que la démarche a été mise en œuvre pour pouvoir faire entrer les poussins, parce que les poussins nous arrivent de l'extérieur, pour pouvoir les faire grandir ici, pour avoir de la volaille de chair. Donc, dès la deuxième semaine, on a pris la tâche des services de l'État pour voir comment on peut effectivement faire entrer des poussins pour permettre aux éleveurs d'avoir leur bande et produire de la volaille dans le cas où cette situation continue dans la durée. Ça a été toujours une difficulté pour que la production locale soit mise en priorité au niveau des GMS. Mais avec cette situation de crise, nous avons pu discuter un certain nombre de GMS qui ont accepté de jouer le jeu et de mettre en avant effectivement la production locale. D'autres n'ont pas voulu jouer le jeu, bon ça c'est tant pis pour eux, mais en tout cas nous continuons à travailler avec toutes ces grandes surfaces qui acceptent de jouer le jeu de la production locale, de la production fraîche de qualité. C'est un peu compliqué parce que sanitairement il y a un certain nombre de règles à respecter. On ne peut pas se permettre de mettre des camions au bord de la route avec de la viande. Donc nous nous organisons pour que les bouchers, qui sont les commerçants de proximité, arrivent à avoir suffisamment de viande pour les clients qui peuvent y aller tout en respectant les règles de sécurité. Voilà, il est exactement 13h58. Je vous rappelle cette information importante avant de clôturer, que l'association collective constituant Justice Guadeloupe a porté plainte contre les deux ministres de la Santé, Buzyn et Varan, contre la ministre des Dernières Colonies, Madame et aussi contre le Premier ministre pour des manquements graves, très très graves. Brigitte Girardin, je cherchais son nom, et donc n'avons pas prévu ce qui était prévu, n'avons pas organisé le protocole de traitement, n'avons pas fait connaître auprès des professionnels de santé le succès obtenu par les hôpitaux américains, avoir autorisé des voyageurs à prendre l'avion ou à débarquer de croisière en Guadeloupe et ne pas distribuer de l'eau potable, et aussi, important, autorisation, ne pas avoir su anticiper la préparation du CHU et des établissements de santé. Ces deux personnes sont très importantes et ont porté plainte devant la Cour de justice de la République contre Édouard Philippe, Olivier Véran, Annick Girardin et Agnès Budin. C'est avec cette information qu'on termine. Résultat de tout ça, on se voit dans quelques jours. Pour l'instant, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour notre ZCL. Voilà, on vous salue. Hein?